Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Nathalie Leborgne, consultante prévention, santé et bien-être pour les entreprises et les particuliers. Elle a créé sa méthode BVE et elle est l'auteure du livre Ose ta vie, 35 clés pour bouger son corps, vibrer avec son cœur et écouter son intuition. On aborde ensemble les sujets de l'énergie, du sens et de l'audace pour instiller du mouvement et du changement dans sa vie. Nathalie nous partage des outils issus de sa méthode pour faire le contrôle technique de son corps, se réénergiser en trouvant son carburant et comment utiliser son GPS interne pour trouver l'élan d'aller là où nous dicte notre cœur. Un échange pétillant qui vous fera du bien, à coup sûr. Très belle écoute à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour Amira. Je suis vraiment ravie de te recevoir Nathalie, d'échanger avec toi aujourd'hui. Moi aussi, merci pour l'invitation et bravo pour tout ce que tu fais. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler d'énergie positive, on va parler d'un certain nombre de choses. Mais avant de démarrer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît Nathalie, pour ceux et celles qui nous écoutent, comme c'est la tradition dans Epion Podcast, te présenter? Avec grand plaisir. Donc, je suis Nathalie Leborgne. Je suis consultante prévention, santé et bien-être pour les entreprises et les particuliers. Et en fait, j'ai 3 axes. J'ai créé une méthode qui s'appelle BVE, booster votre énergie. Et donc, le B pour bouger le corps, le V pour vibrer avec le cœur et le E pour écouter son intuition. Et en entreprise, je l'amène sur cet axe de justement bouger le corps, se ressourcer, justement grâce au corps. Donc, on parlera peut-être tout à l'heure des automassages, yoga des yeux, de justement bouger le corps. Le deuxième axe, c'est le ressourcement par le mental. Et là, c'est tout ce qui est gestion des émotions, intelligence émotionnelle. Et enfin, le dernier axe, c'est le ressourcement aussi par la relation à l'autre et aussi tout ce qui est communication bienveillante. Et donc, j'amène ces 3 axes en entreprise, mais aussi pour les particuliers. Moi, je suis basée en Bretagne, mais j'ai aussi un cabinet à Paris où je consulte tous les mois. Super. Alors, Nathalie, tu as écrit un livre notamment qui s'appelle « Ose ta vie, 35 clés pour bouger son corps, vibrer avec son cœur et écouter son intuition ». Et ma première question pour toi, c'était qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et pourquoi tu l'as appelé comme ça? En fait, ce qui m'a donné envie, c'était de rassembler 20 ans d'expérience, toutes les formations que j'avais pu faire parce que j'ai eu un début de carrière à l'hôpital. J'ai travaillé en tant que manipulatrice radio. Donc, j'ai vraiment appris le corps humain et puis le mot qui me tenait à cœur, c'est-à-dire j'ai beaucoup voyagé grâce à ce métier, mais au bout de 12 ans, j'avais fait le tour de ce que moi, j'avais envie de voir et ce qui me venait, c'était le mot prévention. Donc, avec cette prévention, ce mot, je me suis tournée vers la médecine chinoise, qui est une médecine préventive et thérapeutique quand il y a besoin. Et donc, j'ai fait différentes formations, comme je te dis, avec tous les axes que j'ai donnés. Et là, c'était de transmettre, ces clés, mais par l'écrit, parce que je donne beaucoup d'ateliers. J'ai aussi une chaîne YouTube comme toi. Mais là, c'était d'avoir ce support papier, de laisser un petit peu, que les gens puissent aussi aller après, d'eux-mêmes, aller piocher des idées. C'est un livre qui se lie aussi à l'intuition. Tu vois, j'ai pris cette métaphore de la voiture parce que je pars du principe que notre corps, c'est notre véhicule et que si on n'en prend pas soin, il tombe en panne. Donc, j'ai mis 5 étapes et c'est pour ça, que c'est ce que je transmets en individuel, je l'ai transmis dans le livre. Première étape, on fait le contrôle technique du corps comme on ferait le contrôle technique de sa voiture. Qu'est-ce qu'on va faire pour entretenir son corps? Quel carburant on va mettre? Quelle direction? Le GPS. Et enfin, la dernière étape, c'est piloter sa vie. D'où, tu vois, ose ta vie. Là, c'est vraiment de se dire que tout part d'une décision avec soi.
pour, eh bien, justement, oser. Mais on peut oser que si, justement, on a fait toutes ces étapes d'apprendre à se connaître, de prendre soin de soi, de voir quel carburant on va mettre. Donc, c'est un tout pour, eh bien, justement, après, vivre une vie plus épanouie et puis avoir l'audace, peut-être, eh bien, d'aller faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas envie de faire. Et tu vois, le livre, pour moi, ça a été la preuve. Tu vois, comme ça, je suis pas auteur, j'avais jamais écrit de livre, je suis pas littéraire. Mais là, tu vois, voilà, j'ai osé le faire. Super, et on va longuement reparler aussi du sujet de l'audace. Alors, effectivement, tu nous parles de ces 5 étapes-là. La première étape, tu nous invites à faire le bilan de son état. Et tu as écrit cette phrase dans ton livre: « S'accorder du temps pour soi est devenu un luxe que beaucoup de personnes négligent. » Pourquoi, selon toi, c'est devenu, en fin de compte, si difficile, si dur de trouver du temps pour soi, de se prioriser, alors même qu'on sait que la santé mentale et que la santé sont devenus vraiment des enjeux majeurs aujourd'hui? En fait, tu sais, c'est la société qui fait que où tout va vite, faut toujours être occupé. Comme si maintenant, en fait, on existe aussi parce qu'on est tout le temps occupé. Si on n'est pas occupé, si on n'a pas un réseau familial, si on n'est pas en train de faire plein de choses, eh bien, on a l'impression de pas exister ou de passer à côté de sa vie. Alors que, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est plus à trouver un équilibre. C'est pas de prendre que du temps pour soi et d'être tout le temps à l'écoute de soi. Et ce n'est pas non plus être tout le temps en train de vouloir faire plein de choses. Donc, c'est d'apprendre à se connaître. Et effectivement, je pense que c'est un luxe. Tu vois, quand on a une vie bien occupée entre le travail, la famille, les enfants, les relations. Donc, c'est comment, dans sa journée ou dans sa semaine, on peut s'octroyer. Tu vois, j'aime bien dire, je suis bien sur la méthode des petits pas. Et juste des fois, 5 à 10 minutes par jour, c'est déjà beaucoup et c'est déjà très bien. Luxe, mais nécessité en même temps. Ah oui. Je pense que les personnes, après, on va pouvoir sûrement en parler, mais tu vois, souvent, c'est les mots du corps, les signes qui font que, bien, voyez, on peut être en épuisement physique. Et c'est là qu'on va devoir prendre de nouvelles habitudes. Mais effectivement, on va voir que c'est une nécessité de prendre ce temps. Mais dans ce temps, après, c'est chacun. Et ce que j'aime bien, j'ai donné vraiment 35 clés, c'est pour que chacun puisse faire sa propre boîte à outils. On est tous différents. Et c'est ça qui est bien, parce que je vais aussi à la rencontre de plein de personnes, aussi en les interviewant. Et c'est de voir qu'on est tous différents. Et c'est d'à vous, en fait, de voir qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans cette routine, dans ce moment de pause que vous pouvez vous octroyer. Et il y a des gens qui aiment danser, d'autres qui aiment lire, d'autres qui vont juste rien faire. Tu vois, juste de dire, moi, j'ai envie de dormir parce que j'ai pas le temps de dormir. Tu vois, et ça, c'est bien, c'est de prendre ce temps. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre ce contrôle technique au début, cet état des lieux du corps et du mental pour voir où vous en êtes. Vous voyez, comme quand on fait le contrôle technique de la voiture. Vous voyez, on le fait tous les 2 ans, mais ça donne un gage aussi de sécurité sur le long terme. Donc, nous, eh bien, comment on peut faire aussi, prendre ce temps de pause. Et puis, voilà, je pose des questions. Et c'est vrai que le questionnement permet aussi, de voir où on en est. Donc, je pose différentes questions sur tous les domaines de vie pour voir un petit peu après, qu'est-ce que vous avez envie de réajuster. Quel est l'impact aussi, selon toi, de nos croyances, et je pense justement à nos croyances limitantes sur notre bien-être physique et mental, tu vois, du style, en fait, moi, je peux pas me trouver le temps, ou moi, j'ai pas la volonté de faire ça, je peux pas marcher, je peux pas perdre de poids, je peux pas arrêter de fumer. Quel est le poids de ces croyances, justement, sur notre bien-être ? Tu vois, rien que quand tu le dis, on sent vraiment que déjà que ton énergie elle descend. Je peux pas le faire, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. En fait, ça, le cerveau, en fait, il est très fort pour ça. Il est très fort pour penser, en fait, de façon plus négative que positive. Et on peut voir l'impact, en fait, de nos pensées sur nos actions. Et si tu veux, je peux te donner une anecdote, en fait, par rapport à mes pensées limitantes que j'avais en écrivant le livre. Parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, moi je me disais, je suis pas légitime, pourquoi moi, j'arriverai jamais à trouver une maison d'édition. Donc ça me freinait, tu vois, dans l'écriture et en le fait d'être dans l'élan. Mais j'ai eu la chance d'organiser une conférence justement sur les croyances limitantes en Bretagne. Ça tombait bien. Ça tombait bien. Donc c'était Flavia Mazelin-Salvi qui l'animait. Et donc moi je l'interviewais, j'étais avec elle 3 heures, à faire des exercices et tout. Et comme par hasard, à la fin, elle me dit « Ah, mais tu devrais écrire un livre sur ta méthode BVE. » Je dis « Encore une personne qui me le dit, évidemment, oui, oui. » Et là, le premier instinct, toutes mes croyances viennent, alors que je viens de faire 3 heures, me disent « Oui, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas et tout. » Sauf que là, en fait, il y a eu un stop qui s'est fait en me disant « Nathalie, arrête, quoi.
Tu vois, c'est pour ça que je dis que tout part d'une décision avec soi. C'est que là, en fait, je me suis dit, mais il faut que j'arrête là. Et donc, j'ai fait ce geste intérieurement, tu vois, parce qu'elles étaient bien ancrées à l'intérieur de moi, c'est je mets à la poubelle, tu vois, là, je suis pas légitime. Voilà, je mets tout dans cette poubelle virtuelle qui va se trouver à côté de moi. Déjà, ça libère, ça fait du bien. Et là, en fait, je me suis engagée envers moi-même et surtout là, je lui ai dit, non, mais je vais l'écrire, ce livre. Là, c'était un oui, un vrai oui. Parce que je m'étais libérée et que j'avais fait tous ces exercices avant. Elle était venue me titiller, on va me dire, tu vois, la dernière étape pour dire, bon, Nathalie, maintenant, c'est bon, tu vas pouvoir le faire. Ça faisait 3 ans que j'étais quand même sur le sujet. C'était pas juste j'ai envie. Non, c'était quelque chose qui me donnait vraiment envie. Mais tu vois, toutes ces pensées limitantes faisaient que j'arrivais pas à franchir le cap. Donc là, c'est vraiment pour te dire que et on en a tous, on en aura toujours, mais après c'est comment? Eh bien justement, on va pouvoir se libérer grâce à des exercices, grâce à des prises de conscience. Mais le message que je veux faire passer, c'est vraiment que le oui partait de moi à l'intérieur. Tu vois, c'était un vrai oui et c'était là maintenant, c'est plus négociable. Il s'est rien passé le lendemain. Il s'est pas dit allez c'est bon tout va bien. Mais j'avais cette force qui s'est nourrie à l'intérieur de moi. 1 mois et demi après, j'ai eu un appel d'une maison d'édition. Et la maison d'édition de mes rêves, celle que j'avais dans mes rêves les plus fous, qui viennent à moi en disant, voilà, est-ce qu'on a entendu parler de votre méthode? Est-ce que vous pouvez nous proposer le sommaire du livre plus un chapitre pour la fin du mois? Et de toute façon, j'ai dit oui tout de suite, même si là, je disais, je vois pas comment. Non, j'ai dit oui, vous l'aurez. Et à l'intérieur de moi, je me suis dit, c'est tellement une belle opportunité, même si je dois pas dormir, c'est pas grave, je dormirai pas, mais en tout cas, ils auront le chapitre et ils auront le sommaire à la fin du mois. Et en fait, à partir de là, l'aventure a commencé. Et en fait, le livre, après, c'est écrit en 9 mois et 1 semaine. C'est un beau symbole, ouais. Ouais, en fait, à partir du moment où tu t'es dit oui, les choses se sont alignées finalement. C'est ça. Mais c'était un vrai oui, parce que se dire oui, je me l'étais dit plusieurs fois. Mais ce oui qui vient de l'intérieur, qui dit qu'à un moment donné, et c'est plus négociable, en fait, avec soi-même. Tu vois, mais c'est vraiment, j'ai senti cette force à l'intérieur de moi qui m'a nourrie et qui est là, en fait, toutes ces pensées, j'y arriverai plus, c'est plus fait pas. Là, ça pouvait même plus m'atteindre, en fait. Mais c'est tout un travail, c'est facile à dire, mais c'est vraiment pour transmettre aux éditeurs, c'est les petits pas, en fait. C'est en fait, comment aussi muscler son cerveau, muscler ses pensées. C'est se donner des preuves aussi au quotidien que c'est possible, en fait. Et là, ce que j'aime bien, c'est d'aller chercher ce pourquoi. Pourquoi ce serait important d'écrire un livre? Tu vois, c'est ça, c'était, donc pour chacun, quand vous avez un projet, d'aller chercher le pourquoi fort. Et c'est ça qui m'a nourri quand aussi, mon énergie pouvait redescendre un petit peu. Eh bien, voilà, moi, ce que je voulais, c'était vraiment transmettre mon expérience, donner ces clés. Et par l'intermédiaire d'un livre, eh bien, je trouvais que c'était une bonne technique pour moi parce que c'était aussi une nouveauté et que je me challengeais. Oui, d'ailleurs, je m'étais noté cette phrase, pour aller au bout de ses projets, il faut se connecter au pourquoi plus qu'au comment. Et c'est ça, moi, qui m'anime aussi au quotidien. Parce que le comment, si on se connecte au comment je vais le faire, ça, de toute façon, mon énergie, elle va descendre aussi tout de suite. Comment je vais avoir une maison d'édition, comment je vais... Oui, parce qu'on voit les obstacles tout de suite, naturellement. On se dit, oh là là, la montagne à gravir. Et même pas on commence. Tu vois, ouais, c'est clair. Alors que si vous vous connectez au pourquoi, d'avoir un pourquoi fort, eh bien là, en fait, quand il y aura même des obstacles, en fait, vous allez aller vous connecter à ce pourquoi. Alors, j'ai un petit exercice que j'aime bien aussi transmettre par rapport au pourquoi. C'est par rapport au projet que vous avez. Vous voyez, si vous voyez que vous procrastinez, que vous avez des pensées limitantes, eh bien, c'est de prendre une feuille de papier et d'aller noter 25 pourquoi ce serait important de le faire, de réaliser ce projet qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Donc, vous prenez le temps de le faire. Faut pas le mettre trop longtemps, mais vous prenez peut-être 1 jour ou 2 si vous voulez. Comme ça, vous y revenez, vous passez un petit peu de temps, puis les idées vont arriver. Une fois que vous avez les 25, vous regardez votre feuille et puis vous allez en entourer 10 par rapport aux 25. Une fois que vous avez les 10, vous les regardez et puis vous allez en entourer 5. Vous les regardez encore et après, vous allez en entourer plus que 3 et ce sera votre top 3. Le top 3 qui fera que quand vous aurez des pensées limitantes, quand vous sentez que votre énergie va baisser, eh bien, ce sera de vous connecter à ces 3 mots, ces 3 phases qui vous font vibrer. Et là, vous verrez que vous aurez de l'énergie. Je l'ai testé et je peux vous dire que j'ai eu aussi des moments difficiles, même pendant l'écriture. Mais à chaque fois, ce qui me permettait de me relancer, c'était ce pourquoi fort.
Et ça me fait penser aussi au sujet de l'optimisme, parce que en fait, se connecter au pourquoi, ça booste aussi notre optimisme. Et on sait que les optimistes, ils ont plus de capacité à y aller et à dépasser les épreuves aussi. Et effectivement, j'ai envie de dire, c'est à nous de choisir notre camp. Parce que l'on pense positif ou négatif, ça fait le même travail pour le cerveau. Sauf que pour le résultat, ça fait pas la même chose. Donc, c'est à nous de voir. Vous voyez, quand on parle souvent de bouteille à moitié vide, à moitié pleine, on sait que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est pareil de muscler ce cerveau. C'est de la pratique. Et c'est pas inné, hein, parce on est plus en train de voir le négatif que le positif dans chaque situation, en fait. Ouais, c'est le fameux biais de négativité. Dans ton livre, tu reprends, d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant, tu reprends les travaux de Byron Katie, qui est cette auteure conférencière américaine, et qui a beaucoup travaillé sur les croyances limitantes. D'ailleurs, elle sortait d'une profonde dépression, et elle a développé cette méthode que tu reprends dans ton livre, The Work, et elle se dit, je trouve que c'est intéressant, donc je vais le redire pour les auditeurs, quand on a des doutes comme ça, des croyances, on peut se poser 4 questions, qui sont les suivantes. Est-ce que cette pensée est une vérité absolue ? Est-ce qu'il y a une certitude totale que cette pensée reflète la réalité ? Observer ses émotions et imaginer sa vie sans cette pensée. Est-ce que toi, cet exercice, typiquement, tu l'as fait quand tu as eu là toutes tes croyances limitantes sur le livre et sur d'ailleurs ton changement de vie? Tu pourras nous en parler aussi après. Oui, tout à fait. Tu vois, ce que j'aime bien, en fait, c'est se poser des questions. Après, on n'a pas forcément tout de suite la réponse, mais le fait de prendre le temps de se poser. Et tu vois, par rapport à une situation, voilà, qui est désagréable ou qui essaie de se dire, mais comment je me sens? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument vrai cette pensée? Tu vois, comment est-ce que je me sens? Et comment je serais aussi sans cette pensée? Et de lister, d'écrire, et vous allez voir que, en fait, ça va changer. Ouais, ça nous projette dans le moi qui serait différent, dans un moi différent finalement. Tout à fait. Et j'aime bien aussi une autre, se dire aussi, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et de lister. Moi, j'aime bien. Oui, c'est vrai, j'aime bien aussi cette phrase-là. Au pire du pire, et souvent on se rend compte que c'est pas si grave en fait. Au pire, j'aurais essayé et j'aurais pas eu le résultat escompté, mais j'aurais déjà appris des choses. C'est du concret, du pratique et d'aller se questionner. Et le fait d'écrire aussi, ça permet d'aller plus en profondeur plutôt que juste de se le dire mentalement. Ça me faisait penser aussi à cette phrase, peut-être que tu la connais, de Jack Canfield, tout ce que tu veux est de l'autre côté de la peur. Ouais, c'est beau, hein. Pour se poser et faire ce bilan, tu nous invites à utiliser différents outils. Ton livre, c'est vraiment il y a plein d'outils hyper intéressants et on peut vraiment piocher et tester ce qui nous intéresse. Moi, j'en ai relevé 2 que j'aimerais que tu nous exposes un petit peu. Le premier, c'est les points anti-stress des mains, qui je trouve est hyper intéressant parce qu'on peut le faire partout, qu'on soit au bureau, à la maison. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, toi d'ailleurs, qui est formé à la médecine chinoise ? Donc en fait, le point anti-stress, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis longtemps. En fait, ça vient des automassages Do-in. Alors les automassages, c'est un auto-shiatsu. Moi, j'ai eu la chance d'être formée à l'âge de 12 ans grâce à mes parents qui donnaient des cours de Do-in et de Qigong. Donc autant dire que je suis un peu née dedans. Quelle est la différence d'ailleurs entre Do-in et Qigong ? Ouais, le Do-in, en fait, c'est un automassage. En fait, on le fait plus en échauffement, alors que le Qigong, le Qi, c'est l'énergie, Kong, c'est le travail. Donc on va venir travailler l'énergie par des mouvements souple, en fait, mais pour justement venir assouplir les articulations, donc tout en douceur. Alors que l'automassage, c'est vraiment, on vient apprendre à se faire du bien par soi-même pour venir masser le corps. Mais on l'utilise souvent, tu vois, en échauffement, avant le Qigong, avant des pratiques d'arts martiaux, mais aussi au quotidien, aussi pour justement booster son énergie et aussi faire ce contrôle technique du corps. Donc, pour répondre à ta question, tu vois, voilà, quand vous êtes stressé, le fait de pouvoir, juste masser vos mains, ça va vous permettre de venir détendre. Et ce point, en fait, il correspond au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Et donc, on peut pas toujours se masser, tu vois, le plexus solaire qui se trouve au-dessus du nombril quand vous êtes en réunion, quand vous sentez que, vous voyez, vous êtes un peu stressé. Et le fait que dans vos mains, on a tous nos organes en miniature, c'est plus facile de pouvoir se masser les mains sous la table. Donc, c'est l'intérieur des mains vraiment qu'on masse ? Voilà. En fait, ce point, il se trouve justement au milieu de la main. Ouais. Avec le pouce, comme ça, vous pouvez venir. Tu vois, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo justement. Ouais, on remettra les liens et peut-être des photos aussi de ce que tu as publié. Ouais. Donc vraiment le milieu des doigts, le milieu de la main, pour vraiment détendre au milieu. En fait, souvent, pour donner, pour que ce soit plus visuel pour les gens qui nous écoutent, c'est vous allez joindre tous vos doigts. Quand vous joignez vos doigts, ça fait un petit creux au niveau de la paume de la main.
dans ce creux, vous mettez le pouce de l'autre main, vous ouvrez la main et il n'y a plus qu'à masser. Oui, c'est vrai. Ça donne le repère. Et c'est une zone. Donc, on n'est pas sur un point d'acupuncture, on est sur une zone réflexe. Donc, mais après, comme ça, vous allez la voir et juste le fait, eh bien, de masser ce point, eh bien, ça permet de venir détendre le corps et surtout, d'enlever des fois, bien, ce stress qu'on peut avoir. Et ce qui compte, c'est la répétition. Tu vois, ce que les gens me disent aussi, mais c'est important de dire, oh, ben là, ça marche pas. Ben, c'est comme quand on fait une nouvelle activité, il faut répéter, et puis voir les bienfaits. Ça peut être immédiat, mais parfois, il y a des personnes où il faut un petit peu plus de temps. Donc, n'hésitez pas à le faire sur plusieurs jours pour déjà appréhender l'outil. Puis après, comme ça, vous l'aurez quand ce sera nécessaire. Bah oui, là, tu vois, je suis en train de le faire en même temps sous la table. Effectivement, c'est très discret. Voilà. Et c'est vraiment, il n'y a qu'un point sur les mains ou il y en a plusieurs? Là, c'est vraiment le point anti-stress, mais après, vous pouvez vous masser toute la paume de la main et là, vous venez masser à distance tous vos organes. Donc, ça fait aussi du bien. Tu vois, il y a les points pour la digestion, pour les poumons. Après, tu vois, sur Internet, il y a les zones réflexes avec vous mettez réflexologie palmaire et vous aurez les planches, parce qu'il y a la réflexologie plantaire, mais tu sais que c'est un peu plus dur de le faire au quotidien. Surtout face à des gens, ouais. Mais c'est plus connu, la réflexologie plantaire est plus connue que la réflexologie palmaire, mais c'est vraiment la base du do-in, des automassages. Ouais. Ça veut dire la voie de l'énergie, c'est aussi un réveil musculaire. Et en fait, de commencer par se masser les mains, eh bien après, vos mains, c'est les outils pour masser tout le corps. Donc, et ça fait vraiment du bien. Oui, et puis ça connecte à tout le corps, à ce qu'on ressent sur le moment. Donc ça, c'est un bon outil, effectivement, le massage des mains. Il y a un autre outil que je m'étais noté, c'est la respiration carrée. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu ? Tu vois, la respiration, je pense que c'est l'outil numéro 1 pour faire face à toutes les situations, pour calmer le stress, pour calmer le mental, pour aider même à la digestion. Et donc, la respiration au carré, en fait, vous allez inspirer sur 4 temps. On va inspirer par le nez sur 4 temps. On va bloquer la respiration sur 4 temps. On va expirer sur 4 temps. Et on va bloquer la respiration sur 4 temps. Tu vois, c'est vraiment comme si tu avais un carré. T'inspires par le nez, 4 temps, tu bloques 4 temps, t'expires, j'aime bien dire par la bouche 4 temps, et tu bloques 4 temps. Et puis, on peut le faire 2-3 fois, 3 cycles, et puis après, d'avoir une respiration libre. Et puis après, on peut recommencer. Tu vois, dans la respiration, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques. La cohérence cardiaque. Oui, je pensais à ça, cohérence cardiaque, effectivement. Où on est sur 5 temps. Après, c'est à vous de trouver la respiration qui vous correspond, puis peut-être d'alterner aussi. Ce qui est bien, c'est de changer. Mais l'important, tu vois, le message que j'ai envie de transmettre, c'est d'inspirer et d'expirer. Tu vois, de prendre le temps de le faire en conscience, en pleine conscience. Parce que souvent, tu vois, la vie va tellement vite, on prend même pas le temps. Respirer, ça on respire, ça c'est sûr. Mais de le faire en conscience pour, justement, s'apaiser, se détendre, juste en marchant, tu vois, même, ou en allant travailler, ou même lorsque l'on travaille, tu vois, ou avant une prise de parole. Tu vois, c'est vraiment comment mettre cette respiration qui est gratuite, accessible 24 heures sur 24, la mettre en place dans votre quotidien. Super, donc la respiration au carré. Dans ton livre, tu parles beaucoup du mouvement, d'énergie. Dans quelle mesure, effectivement, quand on se sent pas très bien ou quand on se sent un peu dans une situation de blocage ou d'immobilité, bouger le corps, ça permet vraiment de transformer son état d'esprit? Tu vois, c'est d'être dans ce mouvement. Et tu vois, je vais faire la différence entre l'activité physique et l'activité sportive. Parce que tu vois, j'ai eu la chance d'interviewer un médecin qui est en Bretagne, qui est à Brest, le docteur Graal, qui a bien voulu donner et qui le transmet à ses patients. Tu vois, souvent on te dit, justement, il faut bouger le corps, il faut transpirer, il faut mettre du mouvement, mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'aime pas le faire. Mais en revanche, juste de se dire, je vais mettre du mouvement dans mon corps. Tu vois, et l'activité physique, c'est la marche, mais c'est aussi faire la vaisselle, faire le ménage, le bricolage. Tu vois, c'est ou danser, tu vois, c'est même chez soi, c'est vraiment ce mouvement, va permettre de changer aussi sa physionomie. Tu vois, le fait tu vois, quand on n'a pas d'énergie, des fois on n'a pas d'énergie, donc on peut pas aller courir, on peut pas aller faire 1 heure de pilates, de yoga et tout. Mais juste se dire, je vais mettre du mouvement, ou je vais faire des automassages, je vais aller marcher même 10-15 minutes. Tu vois, c'est déjà le premier pas. Et ça peut vraiment changer, tu vois, son état d'être, tu vois, si on le fait avec la régularité.
mais je suis plus aussi sur la technique des petits pas. J'ai aussi je peux te donner une anecdote. J'ai une personne qui a lu mon livre et qui m'a fait un témoignage. Son médecin lui disait, il faut que tu fasses 45 minutes à 1 heure de marche tous les jours parce que blabla, parce qu'il avait, et lui, en fait, même pas, il avait jamais essayé. C'était pas pour lui. Oui, c'est souvent les conseils qu'on s'applique pas à soi. Et donc, il lit le livre. Et en fait, il voit 30 minutes bouger le corps 30 minutes. Il dit, 30 minutes, c'est possible. Donc, il a mis en place d'aller marcher 30 minutes par jour. Et en fait, il est content. Déjà, ça lui fait plaisir. Il met son corps en mouvement. Et là, voilà, il le fait tous les jours. Là, je sais plus de la main, ça fait quelques mois qu'il l'a mis en place. Mais il a dit, ça, c'est possible, tu vois. Et c'est ça, en fait, tout ça, cette activité physique, c'est pas de vouloir tout de suite, vouloir faire 45, 1 heure. Peut-être qu'après, en fait, il va prendre l'habitude et il va se dire, en fait, je peux faire 45 minutes. Mais en fait, là, le principal, là, c'est de se dire, c'est pour ça que je suis, même les 30 minutes qui est préconisé par l'OMS, de bouger le corps, eh bien, peut-être qu'on peut faire 10 minutes le matin, 10 minutes en début d'après-midi, 10 minutes le soir. En fait, à vous de voir comment vous allez pouvoir adapter, eh bien, se bouger le corps à votre manière. La marche en fait partie, mais tu vois, moi, je fais plus le ménage de la même façon. Maintenant, quand je passe l'aspirateur, je me dis, ouais, je bouge mon corps, tu vois, ou de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Tu vois, ou de faire du vélo si je dois me déplacer à un endroit. Mais c'est vraiment le message que je veux transmettre, tu vois, dans le sens, c'est bouger le corps, mais de la façon que vous voulez, mais ça va vraiment faire du bien aussi à votre mental. Oui, et puis on n'est pas sur un sujet de performance, il faut que je fasse 1 heure. Moi, je te rejoins beaucoup sur les petits pas, je suis comme ça aussi. C'est de toute façon, si on se dit je vais marcher 1h45, c'est sûr qu'on va se démotiver dès le début. Donc, même pas on le fait. Donc, tu vois, moi, j'habite à côté de la mer et le matin, j'aime bien aller marcher avant de commencer ma journée. Mais des fois, j'ai la flemme, hein, comme tout le monde. Et c'est pour ça que je me suis donné le 10 minutes. Parce que je me dis, 10 minutes, je peux le faire. Quand je le fais et quand je le fais pas, je vois la différence. Mais le 10 minutes, ça va, je m'oxygène et en même temps, je vais respirer. Je fais une marche active, même pas je vais courir. Tu vois, je pourrais aller courir aussi, mais non, mais c'est de marcher en conscience, mais une marche un peu plus rapide, un bon pas. Et comme ça, tu vois, je reviens, je respire, je regarde l'horizon, je regarde la mer, et ça me fait du bien. Et voilà, tu vois. Mais tu me dirais d'y aller 30 minutes, même pas j'y vais. Non, c'est clair. Moi, on m'avait donné ce conseil aussi une fois. On m'avait dit, si tu sens que tu manques de créativité ou que tu n'as plus d'idées ou que tu tournes en rond, lève-toi, va marcher 5 minutes et reviens. Et ça aère l'esprit et du coup, ça amène d'autres idées, un autre regard sur la même situation, mais différente. Je suis d'accord avec toi et c'est ce que je fais, tu vois, pareil, quand je suis à bout de l'idée, que je tourne en rond, plutôt, non, il faut que je trouve, non, je vais marcher, je vais faire du vélo, en tout cas, je m'aère. Et comme tu as dit, c'est là que les réponses viennent. Ouais, absolument. Alors, tu parles aussi beaucoup, et c'est quelque chose auquel tu sensibilises beaucoup en entreprise, des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. Et alors, moi, je suis allée regarder un peu les données sur ces TMS en ligne, et j'ai trouvé des données qui sont assez intéressantes sur notamment Santé publique France. Je connaissais pas ces données-là, donc je les partage. Les TMS représentent 88% des maladies professionnelles reconnues, et surtout, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que c'est la première cause de morbidité au travail. Alors, les données datent de 2019, donc elles sont pas si vieilles. C'est quoi les TMS? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, j'imagine que beaucoup de gens travaillent nous écoutant. Et comment on peut prévenir ces troubles-là? Alors, pour te donner comme ça une définition, en fait, c'est un déséquilibre entre la capacité physique du corps et les sollicitations et les contraintes auxquelles le corps il est exposé. Donc, après, ça, c'était vraiment la définition. En fait, souvent, ces TMS, en fait, eh bien, elles vont s'installer de façon progressive, avec une longue période, en fait, quand c'est de sollicitation intense des parties du corps. Donc, par exemple, les causes, ça va être des gestes répétitifs. Ça peut être, tu vois, des postures qui sont contraignantes ou prolongées. Mais c'est peut aussi l'effort physique intense peut aussi provoquer ces TMS. Le manque de pause. Tu vois, quand j'ai envie de te prendre même l'exemple d'une caissière, par exemple. Tu vois, qui va faire des gestes répétitifs, eh bien, ça va lui donner, parfois, justement, ces douleurs au niveau de l'épaule, du coude. Elle peut avoir aussi des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du poignet. On parle de canal carpien. Parce que, tu vois, c'est les gestes répétitifs à la caisse, la manutention, tu vois, de scanner. Et aussi, des lombalgies. Donc, c'est tu vois, le fait d'être assis, d'avoir une mauvaise posture. Tu vois, des fois, on a une torsion, eh bien, qui fait
pas avoir ces douleurs qui vont arriver de façon progressive. Hein. Ça dépend de chacun, ça dépend du corps de chacun et chacune. Mais pour te donner vraiment les tendances, en fait, les TMS se trouvent surtout dans les poignets, les mains, les coudes, les épaules, les cervicales, le bas du dos et les genoux. Ça, c'est vraiment la tendance où on les repère. Et après, eh bien, effectivement, c'est de trouver en fait des moyens pour, eh bien, justement faire cette prévention. Donc là, après, ce qu'on peut faire, alors si, par exemple, si je te prends toujours l'exemple de la caissière. Tu vois, la caissière, par exemple, elle, eh bien, ce qui serait bien, c'est d'avoir la chaise qui soit plus réglable. Tu vois, des fois, en fait, que ce soit au bureau, hein, pour les personnes qui travaillent, le siège, en fait, est très important, mais d'être bien adossé. Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a des chaises maintenant plus ergonomiques, mais que le dos soit aussi en contact avec le dossier. Tu vois, ça peut être une chose. Après, c'est aussi ta vision par rapport à l'écran. On dit souvent que les yeux doivent être aussi à la hauteur de l'écran. Les coudes aussi, tu vois, c'est plein de petits détails, mais en fait, ce qui est important, tu vois, c'est d'en prendre conscience. Et puis après, c'est de s'observer, de voir comment on se tient. Et pareil, hein, sur Internet, vous pouvez trouver, il y a des photos juste avec les bonnes postures pour améliorer sa posture au travail. Moi, je forme les gens aussi en entreprise. Mais il y a vraiment ces astuces aussi de soulever les pieds. Tu vois, des fois, déjà, c'est d'avoir les pieds bien à plat au sol. Vous voyez, souvent, on croise les jambes aussi. Le fait de croiser les jambes. Vrai. Ouais, beaucoup, on fait une torsion. Tu vois, on fait déjà une torsion au niveau de la colonne et du bas du dos. Donc après, c'est toujours pareil, hein, comme on dit, les petits pas. Des fois, on va changer, mais quand vous passez 6 heures ou 7 heures derrière un écran assis, l'humain, il n'est pas fait pour être assis aussi longtemps. Donc c'est de trouver en fait même les automassages. Tu vois, c'est de se lever. On dira aussi de se lever toutes les heures. Tu vois, de masser les poignets, de faire des étirements. Tu vois, pour le dos rond, le dos creux. Tu vois, pour soulager ce dos, parce que tu vois, on a souvent tendance à rentrer les épaules. Tu vois, au bout, même quand ça fait 2-3 heures qu'on est. Mais ça après, ça va venir sur les cervicales, le bas du dos. Donc, se lever, si on peut, c'est encore mieux, tu vois. Ce qui est préconisé, ce serait de se lever même toutes les heures, même si on peut, mais tu vois, on peut pas. Déjà, tu vois, moi, j'ai des personnes qui me disent qu'ils vont rester 3 heures sans se lever. Oui, c'est vrai. Et puis souvent, on peut rester en réunion 2-3 heures sans que personne se lève. Et d'ailleurs, on voit que l'énergie baisse. D'ailleurs, au bout d'un moment, on sent que tout le monde est un peu ratatiné, qu'il n'y a plus d'énergie dans la salle, quoi. Ouais. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est le télétravail. Parce qu'en télétravail, tu es chez toi, tu es dans un sujet, les gens me disent ils sont pas sollicités pour aller prendre le café, il n'y a pas les collègues qui passent, tu vois, il y a pas des fois les gens se levaient pour la photocopieuse, soit des choses mais qui font du bien, ou d'aller en réunion et de prendre les escaliers ou de prendre l'ascenseur, alors que là tu es chez toi, tu commences ta matinée et tu vois, jusqu'à midi, tu vas enchaîner tu vois, entre les réunions, les mails. Donc ça c'est pour ça que c'est important. Donc c'est de mettre des petits rituels en place, en fait. Tu sais, toi, de se dire, toutes les heures, ou de se lever pour aller boire un verre d'eau plutôt que d'avoir la bouteille à côté, de prendre le temps d'aller aux toilettes. Même les gens, ils prennent même pas le temps d'aller aux toilettes. Donc il y a plein de choses après à faire en prévention. Et ça, ce qui est bien, c'est que dans les entreprises, en fait, eh bien, ils ont envie de mettre ces choses en place, et j'aime aller transmettre tous ces outils. Ça fait du bien. Tout à fait. Et les automassages Douyin, justement, tu en as un petit peu parlé. Donc, les mains, j'ai vu dans ton livre, il y avait des illustrations, on peut se masser le dos. Donc, il y a un certain nombre d'endroits qu'on peut aller comme ça, se masser tout seul, en fait. Et on peut masser tout le corps. Tu vas me dire, mais comment on va faire? Si, en fait, tu vois, ce qui est bien, c'est que, en fait, grâce aux automassages, on n'a pas besoin de prendre quelque chose d'extérieur, tu vois, te dire, non, j'ai pas l'outil non, parce que c'est les mains, c'est tes mains. Mais grâce à tes mains, il y a des gestes bien précis. Eh bien, on peut justement faire ce contrôle technique de tout le corps et venir soulager s'il y a besoin des tensions au niveau des cervicales. Mais surtout, le mot, c'est de faire de la prévention. Tu vois, c'est pas d'attendre d'avoir mal pour bien justement entretenir ce corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi de magique que j'aime transmettre aussi, et que les gens aiment aussi quand je fais les formations. En fait, ce qu'ils retiennent souvent, eh bien, ce qu'ils aiment, c'est, tu vois, d'avoir appris même toi soulager les cervicales et les trapèzes. On le fait instinctivement. Tu sais, quand tu as une douleur au niveau des cervicales, tu vas venir te masser, tu vois, tu vas venir toucher. Mais là, d'avoir le bon geste et de mettre l'intention, eh bien, c'est plus efficace. Et après, c'est la répétition qui compte. Mais c'est
c'est assez simple en plus, c'est pas non plus compliqué, c'est accessible pour tout le monde et sur vraiment la durée. Tu vois, je donnais des cours, tu vois, il y a quelques années, mais j'avais des élèves même à 90 ans, tu vois. Ouais. Tu vois, et puis ça commence, les enfants adorent aussi. Tu vois, donc c'est de 6, 7 à plus de 90 ans, et en fait d'avoir ces petits réflexes. Et une fois qu'on les a, eh bien ça fait partie du quotidien. Oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu évoquais d'être bien droit dans sa chaise comme ça, les études ont montré qu'il y avait un lien fort aussi entre la posture et l'optimisme, la confiance en soi. Donc, au-delà de l'aspect santé, ça a des vrais bénéfices sur la confiance en soi. Est-ce que tu connais, tu sais, la posture Wonder Woman? Alors, je crois que je l'ai relu dans ton livre, mais réexplique-la nous volontiers. En fait, tu sais, c'est de Wonder Woman, cette posture, en fait, c'est de mettre les mains sur les hanches, tu vois, et comme ça te permet juste d'avoir les mains, d'être debout, les mains sur les hanches, ça te permet d'ouvrir les épaules, et tu vois, donc ça te donne plus de confiance en toi. Donc ça, je l'aime bien. Et après, j'avais interviewé aussi une autre personne qui m'a donné un autre outil pour justement par rapport à la posture, tu vois, pour agir sur le mental. Lui, c'est VSC, 3 lettres. Le V pour victoire, le S pour sérénité et le C pour confiance. Et là, après, en fait, tu vas le faire avec le corps, tu vois. Donc, il y a cette confiance tu vois, où tu peux mettre les mains sur les hanches. Mais après, tu vois, le V de victoire, tu vas mettre les bras vers le haut. Tu vois, juste le fait de mettre les bras vers le ciel en V, le victoire, ça fait du bien, ça donne de l'énergie. Tu vois, comme quand quelqu'un qui gagne quelque chose, qui finit une course, qu'est-ce qu'il fait? Il met les bras vers le haut, tu vois. Le S de sérénité, c'est de mettre les bras derrière la tête, vous croisez les têtes. Donc là, on est plus côté tranquille, qui fait que voilà, tout va bien, mais ça fait du bien. Et puis le C de confiance, les mains, tu vois, comme la position Wonder Woman. Mais tu vois, donc j'aime bien associer ces 3 lettres, tu vois, pour me donner de l'énergie. Ça permet de passer par le corps et de transformer, tu vois, donc son mental. Donc VSC. VSC, c'est un bon moyen mnémotechnique pour ceux et celles qui nous écoutent. Et d'ailleurs, ça me fait penser que effectivement, quand on a une posture d'ouverture, il y a l'effet neurone miroir, donc les personnes aussi vont s'ouvrir en face. Donc il y a quelque chose de collectivement bénéfique en fait. Tout à fait. Tu vois, moi j'anime aussi beaucoup d'ateliers ou de conférences et je vois bien que la posture, tu vois, si j'arrive sur la scène et que j'ai les épaules rentrées, je dis bonjour, ça va, tu vois, effectivement, je vais pas avoir la même énergie plutôt que effectivement quand tu arrives et que tu es motivé, que tu as envie de transmettre et que tu arrives avec les épaules en arrière, le regard justement de regarder les personnes. J'aime bien, c'est la posture déjà aussi, l'ancrage, d'avoir les pieds bien à plat au sol. Donc ça, c'est plus le Qigong qui me l'a appris, tu vois, de cette notion d'ancrage, de posture, tu vois, par le corps, qui fait que on va changer notre physionomie et que ça va donner aussi plus envie aux personnes de changer ou d'écouter ce que l'on a à dire. C'est une bonne transition justement avec le sujet de la confiance en soi et de l'audace. Alors, toi, tu as appelé ton livre « Ose ta vie ». Et moi, quand j'ai lu le titre de ton livre, ça m'a fait penser à la phrase de Nietzsche « Ose devenir qui tu es », qui est un peu cette invitation à embrasser sa nature, à sortir des conditionnements et quelque part à faire preuve de courage. Et ma question, c'est du coup, comment on ose sa vie, Nathalie? C'est une grande question, mais surtout, comment on trouve la confiance qui nous permet d'y aller? Alors moi, pour oser ma vie, tu vois, comment je vais mettre cette confiance en place, c'est en me donnant des défis. Tu vois, c'est les petits défis, le fait de devoir me dépasser, me surpasser pour réaliser, tu vois, quelque chose que je pense inatteignable. Mais c'est ça qui marche pour moi. Tu vois, tu vois, après, ce qu'il y a, c'est dans se lancer des défis. Faut commencer avec des faibles enjeux. Faut pas commencer tout de suite en disant, je vais changer de métier, je vais changer de vie. Non. Mais en tout cas, c'est ça qui me donne l'audace, tu vois, de passer par du concret. Parce que tu vois, tu dis, bah oui, j'ai envie de changer, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et les défis, pour moi, c'est vraiment le bon moyen. Tu vois, le défi d'avoir écrit un livre. J'ai déménagé des fois aussi plusieurs fois. Eh bien, c'était à chaque fois un challenge, mais c'est de me dire, voilà, je vais le faire et qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me donne envie à chaque fois de le faire. Mais j'aime bien en fait me donner ces challenges, tu vois, d'oser quelque chose qui n'est pas réalisable, du moins, tu vois, de voir un peu plus grand et en fait se dire, eh bien après, ça donne aussi du piment dans la vie et on peut mais avec l'expérience, après, tu as des nouveaux automatismes qui arrivent et en fait, eh bien, tu vas pouvoir oser toujours un petit peu plus. Mais les défis, c'est pour ça que dans le livre, à chaque fin oui, il y a des défis, effectivement, ouais. Je donne des défis pour pouvoir oser.
Parce que sinon, tu vois, tu lis le livre et tu dis oui, bon, bah, c'est bien, on verra plus tard, je mettrai peut-être une clé en place. Maintenant, tu vois, c'est à chaque étape, c'est de choisir une clé, de la mettre en pratique et de voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et après, on avance et puis comme ça permet d'avoir plus confiance en soi. Tu vois, c'est vraiment cette confiance en soi, pour moi, elle arrive par l'expérience, par les défis, par les challenges que je vais pouvoir me donner. Mais si j'ai pas l'expérience, eh bien, je peux pas aller augmenter cette confiance en moi. Oui, c'est ça, ça se construit. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal d'entendre certaines personnes, mais on le dit tous, hein. Non, j'ai pas confiance en moi ou je me sens pas capable de le faire, alors même qu'effectivement, c'est une construction qui s'appuie sur les échecs, sur l'expérience, sur le vécu. Et souvent, on se compare à une V10 là où nous, on est peut-être à la deuxième étape. Tout à fait. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que c'est d'apprendre à se connaître. Et bien, c'est pour moi, c'est la première clé. Dans le sens où, tu vois, si tu apprends à te connaître, et ben, tu auras plus confiance en toi, tu vas connaître tes forces et tes faiblesses. Tu auras eu tes échecs, ton parcours, et c'est ça qui va être la personne que tu es. Et que après, eh bien, tu auras peut-être envie Et en fait, tu vois, la vie, c'est aussi un jeu, quoi. C'est de s'amuser. Et tu vois, comme on a dit tout à l'heure, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? J'aurais appris à me connaître, j'aurais peut-être fait des rencontres, j'aurais peut-être pas été au bout, mais peut-être que cette expérience me permettra d'aller vers une autre expérience que j'aurais pas pensé. Tu vois, c'est d'être dans ce mouvement. Tu vois, toujours de le côté de bouger le corps. Tu bouges le corps et tu mets aussi des actions en place pour, eh bien, justement, oser et avoir, cette audace, on va dire, de prendre des risques, mais qui sont, tu vois, toujours mesurables. Et puis après, c'est un jeu, après te dire, allez, je tente, j'y vais. Mais parce qu'il y a eu tout le parcours avant. Donc, c'est commencer, tu vois, pour répondre à la personne, des personnes qui disent, j'ai pas confiance en moi, j'y arriverai pas. Commencer par des petites actions. Il y a la confiance en soi et il y a aussi l'estime de soi. Et souvent, on les met un peu dans le même lot et en réalité, c'est un peu différent parce que il y a la confiance en moi, je suis capable de faire, et il y a l'estime de soi, la valeur que je m'accorde. Et tu parlais de se connaître et c'est important aussi de soigner l'estime de soi. Et justement, en lisant ton livre, je me suis dit que effectivement, toutes ces actions où on prend du temps pour soi, ça permet aussi de booster l'estime de soi parce qu'on se juge, méritant. Tu vois, on se dit qu'on mérite cette attention, qu'on mérite ce soin pour soi. Et donc, quelque part, en boostant l'estime de soi, peut-être que ça vient aussi booster la confiance en soi. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, effectivement, dans l'estime de soi, ce que j'aime bien, tu vois, pour aller se connecter, eh bien, c'est d'aller aussi voir ses valeurs. On prend jamais le temps non plus de le faire. Tu sais, sauf si, tu vois, tu as un entretien, alors là, on dit, alors c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes forces. Mais tu vois, pour booster cette estime et après aller vers cette confiance en toi, eh bien, c'est de prendre ce temps. Donc, dans le livre, j'ai mis un arbre aussi, un peu avec toutes les valeurs pour aller, eh bien, se connecter à ces valeurs et de dire, voilà, pareil, d'avoir son trio. Tu vois, j'aime bien d'avoir juste 2-3 valeurs qui te permettent aussi, eh bien, d'aller nourrir ton intérieur, d'aller prendre conscience que voilà qui tu es, de se nourrir pour après encore plus déployer ton plein potentiel et aller faire ce qui te plaît, ce qui te nourrit vraiment. Oui, les valeurs, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, là, je viens de sortir un épisode sur l'énéagramme où effectivement, se connecter à vraiment ce qui fait sens pour soi et comment on regarde le monde, c'est déjà une première étape. Et là, tu as cité l'exemple de l'interview, mais souvent, en interview, on va donner les valeurs que l'autre a envie d'entendre. Et c'est pas toujours les valeurs qui nous sont chères en réalité, d'où l'importance de faire aussi le travail un peu seul avant de se confronter aux autres. Ouais. Je suis d'accord avec toi, tu vois, c'est déjà commencer par vous, tu vois, c'est pas du temps perdu, de prendre du temps pour soi. Hein. Mais tu vois, au début, moi, j'étais un peu justement de l'autre côté, toujours à vouloir aller de l'autre côté, à chercher les réponses ailleurs, alors qu'elles étaient à l'intérieur de moi. Et le fait de prendre ce temps, tu vois, de faire cette introspection, de dire, voilà, je vais aller chercher mes valeurs, je vais apprendre à mieux me connaître. Mais les petits pas, c'est pas d'y passer non plus toute la journée et d'y passer des années, mais c'est à des moments précis de prendre ce temps et comme ça on s'en rend même pas compte et on apprend à mieux se connaître et on peut vraiment aller s'appuyer sur des choses comme ça. Quand les personnes vont vous dire des choses, vous en tout cas vous aurez cette force à l'intérieur de vous parce que vous savez qui vous êtes. Et se connecter à l'intuition, c'est aussi un de tes axes, du coup apprendre à s'écouter et apprendre à écouter son intuition. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Tu sais, pareil au début, moi ça fait longtemps que je me connecte à mon intuition mais j'osais même pas en parler. J'osais pas. Pourquoi ? Pour qui on va me prendre, T'avais peur du jugement ? Peur du jugement, t'es un peu perché et tout.
Et un jour, j'ai décidé, tu vois, j'ai osé, je me suis dit, voilà, je vais créer ma méthode, mais dans cette méthode, il va vraiment avoir ce mot de écouter son intuition, d'être à l'écoute, parce que ça permet aussi de prendre des décisions, d'être en accord avec soi-même. Tu vois, pour moi, l'intuition, c'est aussi son GPS intérieur. Et cette intuition, elle sera toujours juste parce que c'est moi qui décide de la suivre ou pas. Hein. On a toujours le choix. En fait, c'est une capacité que tout le monde a, hein, l'intuition, d'aller se connecter à son ressenti intérieur plutôt que justement à la logique et à la raison. Mais ça va vraiment, en tout cas, moi, ça me donne du sens à ma vie. C'est vraiment, en tout cas, c'est les choix que je vais les faire plus en conscience et plus rapidement parce que je vais aller écouter mon ressenti intérieur. Tu vois, moi, ma boussole, eh bien, ça va être mon corps. Oui, parce que c'est vraiment par le corps que se manifeste l'intuition, d'où l'intérêt de savoir mettre pause et de vraiment se connecter à son corps et pas à son mental, comme tu dis, effectivement. Voilà. Des fois, après, ça peut être un flash, une petite voix, ça peut être... Ou même une petite crampe, un petit truc qui se manifeste dans le corps, ouais. Tu vois, moi, si je dois prendre une décision, donc je vais me poser la question intérieurement. Si je vois que mon corps, il est en train de se contracter, que je suis plutôt, les épaules vers l'avant, que j'ai même la boule au ventre ou à la gorge, ça veut dire plus un non. Alors si je le sens, je sens que mon corps, j'ai de la joie à l'intérieur de moi, j'ai les épaules, tu vois, je pétille, je mets les bras vers le haut, et ben je me dis ça c'est un grand oui, donc j'y vais, je fonce. Et même si je me dis est-ce que j'ai bien pris la bonne décision, en fait c'est mon corps qui a parlé et je sais que en tout cas au final ce sera bon, j'aurai appris de l'expérience. Mais ça s'apprend aussi. Tu vois, les gens ils disent j'ai de l'intuition, je l'ai écoutée mais elle m'a pas donné. En fait, j'ai pas eu les bonnes informations. Donc après, quand tu refais le déroulé de l'histoire, tu vois que c'est peut-être pas la décision que la personne voulait prendre, mais c'était le chemin qu'elle devait faire pour apprendre peut-être quelque chose. Et puis après, c'est d'aller écouter ces signes et en fait, on peut aller vraiment beaucoup plus vite. Donc moi, maintenant, voilà, c'est ce que j'aime transmettre aussi, mais ça demande aussi un temps d'apprendre à se connaître. Hein. Toujours, hein, on en revient toujours à ça. Et à la ressenti corporel. Quel rôle a joué et joue l'inspiration dans ta vie, le fait de s'inspirer des autres? Toi, comme moi, tu es allé à la rencontre de gens, tu es allé les interviewer pour en tirer des enseignements. En quoi c'est intéressant de s'inspirer des autres? En fait, ce que j'aime, moi, dans les interviews, tu vois, c'est de rentrer dans le monde de l'autre et puis, en fait, c'est de l'échange. Tu vois, je pense que, tu vois, on peut faire un travail seul, c'est bien, tu vois, il faut passer par là, mais c'est dans l'échange d'aller, tu vois, comme on le fait là aujourd'hui, eh bien, moi, ça me nourrit, en fait, et puis ça permet aussi de me poser d'autres questions, tu vois, et en fait, tu vois, quand j'aime interviewer, c'est pas, il y a des gens, en fait, ils vont dire on veut copier. Non, c'est pas copier en fait. On peut s'inspirer puis après toi tu vas le faire à ta sauce quoi. Mais le fait de rencontrer des personnes qui ont déjà peut-être parcouru le chemin que toi tu veux parcourir, ça permet de gagner aussi du temps. Moi ça me nourrit, j'aime vraiment ça et les échanges ou les rencontres même avec les amis, avec tout le monde. On l'a bien vu avec le Covid, hein, tu as vu quand on était on pouvait moins échanger, eh bien, on était quand même moins bien. Donc, les interactions, les rencontres, ça me nourrit et ça fait vraiment du bien. Ouais, moi je te rejoins vraiment. Je trouve que échanger comme ça avec des gens qui ont bâti soit une expertise, soit un savoir, déjà ça normalise le courage, tu vois, et l'audace, on en a beaucoup parlé. Et quelque part, c'est aussi un miroir positif de soi. Et on n'est pas dans la comparaison, encore une fois, c'est pas se comparer, telle personne a fait mieux que moi, mais c'est de se dire, en fait, si cette personne, elle a pu le faire, moi aussi. Et ça redonne du courage, ça redonne de l'élan, donc oui, je pense que s'inspirer, c'est pour ça que les biographies aussi des gens célèbres ou qui le sont devenus de manière posthume, c'est toujours intéressant parce que en fait, on se dit eux, ils ont fait des choses, moi aussi, je peux faire des choses. Tout à fait. Puis je voudrais rajouter, si tu me permets, tu sais, on dit aussi qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc c'est vrai, c'est important aussi de bien s'entourer. Vous voyez, quand vous avez un projet, eh bien entourez-vous des personnes qui ont peut-être déjà réalisé un peu le projet que vous voulez faire, comme ça pour aller vous inspirer, poser des questions, pour avancer. Et ça fait vraiment du bien. Donc n'hésitez pas. Et on est là pour ça. Tu vois. En fait, moi je suis dans l'entraide. Tu vois, c'est donner de la motivation, de l'inspiration. Et on en a tous besoin. Et moi j'adore écouter aussi tes podcasts. Tu vois, c'est de se nourrir. C'est pas parce que j'en fais.
puis j'encourage parce que on sait que c'est du travail hein, de Absolument. de faire le montage. On est d'accord. Mais tu vois, mais même si c'est beaucoup de travail, en tout cas moi ça me nourrit. Ouais, c'est super enrichissant. Ah ouais, complètement. Donc, bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup Nathalie. Non, mais c'est vrai. Et puis tu vois, on arrive au bout de notre échange. C'est aussi une énergie collective. C'est que en s'enrichissant mutuellement, on crée aussi une énergie qui profite en fait à tout le monde. Donc ça, c'est des bénéfices qui sont hyper importants et collectifs. Donc on a démarré cette conversation sur l'énergie. On la clôture sur l'énergie. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter, Nathalie, pour finir cette conversation? Déjà, je voudrais te dire merci. Tu vois, ce qui me vient, c'est la gratitude. Tu vois, c'est vraiment aussi la gratitude, c'est s'émerveiller de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais c'est aussi de dire merci quand justement on a passé un bon moment avec une personne qui tu m'as permis de m'exprimer, m'en a permis d'échanger. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un outil aussi que j'aime transmettre. Et pour le message que j'aime donner pour oser sa vie, en fait, c'est vraiment que tout part d'une décision avec soi-même. Une fois qu'on a pris la décision avec soi-même, c'est un peu comme si le tapis va se dérouler parce que, on a ce pourquoi fort, on a ce oui à l'intérieur de soi qui fait que quand, on aura des doutes, des peurs, on pourra toujours se relever parce que, on a la direction, on a ce cap qui nous nourrit et qui nous fait vibrer. Super, écoute, merci beaucoup à toi aussi, c'était un vrai plaisir Nathalie, et puis j'espère que ça résonnera à l'oreille des auditeurs et qu'ils oseront aussi un peu plus au quotidien, pas après pas, parce qu'on rappelle, l'idée c'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais c'est vraiment au quotidien que ça se travaille. Et on remettra les liens vers ta chaîne YouTube bien sûr et sur ton site internet, parce qu'il y a plein de ressources que tu mets également à disposition, donc on remettra tout ça dans la description. Avec grand plaisir. Et puis, il y a les réseaux, il y a Facebook. Ouais. Je suis partout. Voilà. Un grand merci, Nathalie. Et puis, je te souhaite une très belle journée sous peut-être le soleil breton. Tout à fait, il est là. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.